Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, distingués sénateurs, je prends la parole aujourd'hui et me prononce au sujet du projet de loi C4, loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. C'est un projet de loi étudié depuis un certain temps et je pense que c'est une loi importante qui saura apporter un soulagement bien nécessaire pour bon nombre de Canadiens. Comme vous savez, le projet de loi C4 légiférera tout d'abord pour permettre la mise en œuvre de la réduction d'impôts du gouvernement pour la classe moyenne qui vise à accorder un allègement fiscal à près de 22 millions de Canadiens. En d'autres mots, cette mesure permettrait aux familles à deux revenus d'économiser jusqu'à 840 $ par année. C'est aussi un projet de loi qui prévoit l'élimination de la taxe sur les produits et services, la TPS, pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars. En d'autres mots, ces premiers acheteurs pourraient économiser jusqu'à 50 000 $. Cela permettra aussi de réduire la TPS pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur comprise entre 1 million et 1,5 million. En plus de tout ça, le projet de loi C4 prévoit la suppression de la tarification du carbone pour les consommateurs suivant son annulation à compter du 1er avril 2025. Le gouvernement tient son engagement qui est d'accorder une réduction d'impôt à la classe moyenne, c'est-à-dire à près de 22 millions de Canadiens. Il s'agit là d'argent que les Canadiens pourront ensuite dépenser là où cela compte le plus pour eux et elles. Le gouvernement a réduit le taux d'imposition fédéral sur le revenu particulier, le faisant passer de 15 à 14 % pour la fourchette d'imposition la plus basse à compter du 1er juillet 2025. En 2026, c'est une fourchette d'imposition, un taux d'imposition qui s'appliquera sur les revenus imposables allant jusqu'à 58 523 $. Cela signifie que pratiquement n'importe qui paie de l'impôt fédéral en profiteront. Près de la moitié de la valeur totale de l'allègement fiscal ira aux personnes qui se retrouvent dans la tranche d'imposition la plus basse. Il convient de noter, chers collègues, que l'Agence du revenu du Canada a déjà mis à jour ses tables de retenue à la source. Elle l'a fait afin de s'assurer que les employeurs et les administrateurs de la paie puissent réduire les retenues d'impôt à compter du 1er juillet 2025. En d'autres mots, de nombreux Canadiens ont déjà commencé à bénéficier de ce taux d'imposition réduit. C'est une réduction d'impôt pour la classe moyenne qui devrait permettre aux Canadiens d'économiser plus de 27 milliards de dollars en impôts sur 5 ans à compter des années 2025-2026. Et on ne se trompe pas en disant que c'est un soutien important pour les Canadiens faisant face à d'importants défis en matière d'abordabilité, en particulier en cette période d'incertitude financière. Chers collègues, le projet de loi C4 prévoit également une mesure importante qui vise à rendre le logement plus abordable dans ce pays. Comme certains d'entre vous l'avez peut-être entendu, les études économiques de la Caisse Desjardins a publié l'année dernière un rapport qui concluait que, au cours des 25 dernières années, le prix de vente moyen d'une maison au Canada a plus que quadruplé, tandis que le revenu disponible au moyen des ménages n'a fait qu'un peu plus que doubler. Ce rapport de Desjardins ajoute en outre que les prix de référence des maisons dépassent désormais systématiquement ce que les ménages moyens peuvent se permettre dans d'autres provinces. C'est une situation très préoccupante et, selon moi, il faut prendre des mesures pour régler ce problème d'accès au logement. Le gouvernement a déjà mis en place de nombreuses mesures qui visent à rendre le logement plus abordable. Par exemple, le gouvernement a mis en œuvre ces dernières années une série de mesures qui visent à la fois d'augmenter l'offre de logement et d'aider les Canadiens à verser leur première mise de fonds pour l'achat d'une maison. Le projet de loi C4, dont nous sommes saisis, viendrait compléter ces mesures en éliminant la TPS pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars. Ce nouveau remboursement de la TPS pour les acheteurs d'une première maison permettrait à ces acheteurs d'économiser jusqu'à 50 000 $ lorsque ces acheteurs achètent une première maison neuve. Une fois la sanction royale obtenue, le remboursement réduirait aussi la TPS sur les maisons neuves d'une valeur d'entre 1 million et 1,5 million de dollars pour les acheteurs d'une première maison. Donc, le remboursement serait supprimé de manière linéaire pour les maisons neuves d'une valeur comprise entre 1 million et 1,5 million de dollars.
Dans le cadre de cette élimination progressive, une maison neuve, donc d'une valeur de 1,25 million de dollars, serait admissible à un remboursement de 50 du remboursement maximal de la TPS pour les acheteurs d'une première maison. Ce qui veut quand même dire qu'on économise 25 000 dollars. Le directeur parlementaire du budget a conclu, sur la base de ces paramètres de soutien, que le nouveau remboursement de la TPS pour les acheteurs d'une première maison inclus dans cette loi offrirait une subvention moyenne d'environ 27 000 dollars aux acheteurs d'une première maison qui acquièrent une maison neuve, une nouvelle construction. Et c'est très important. Donc, en appuyant le projet de loi C4, on permettrait au gouvernement de réduire le coût initial d'achat d'une nouvelle maison pour les jeunes Canadiens et on permettrait au gouvernement de stimuler la construction de nouvelles maisons partout au pays. Ce faisant, nous aiderions davantage de jeunes et de familles à réaliser leur rêve d'accession à la propriété. Ces jeunes, ces familles commenceraient à investir dans leur avenir, dans leur famille, dans leur tranquillité, dans leur confort ainsi que dans leur retraite. Chers collègues, l'une des premières mesures prises par le premier ministre Carney lorsqu'il est entré en fonction l'an dernier a été de mettre fin à l'application de la taxe fédérale sur les carburants à compter du 1er avril 2025. Il est toutefois important de comprendre qu'il s'agissait d'une mesure qui a été mise en œuvre par l'entremise de règlements gouvernementaux. Le projet de loi C4 franchirait maintenant l'étape supplémentaire en supprimant complètement le prix fédéral du carbone pour les consommateurs de la loi canadienne. Ce serait plus qu'une suppression réglementaire seulement. En conséquence, la taxe sur le carburant serait définitivement abrogée. Cela dit, le gouvernement a déclaré que cela ne changeait rien à son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Par exemple, le gouvernement a indiqué sans embâche que la tarification de la pollution pour les grands émetteurs demeurerait un élément crucial de son plan visant à bâtir une économie forte et un avenir plus vert. La tarification industrielle du carbone est l'une des mesures les plus importantes politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le plan du gouvernement visant à atteindre l'objectif de réduction des émissions de GES. Les systèmes de tarification du carbone pour l'industrie sont également conçus pour maintenir à un niveau bas les coûts afin de protéger contre les risques liés à la compétitivité tout en stimulant les investissements dans la technologie qui façonneront les économies vertes de l'avenir et créeront des emplois de qualité, des bons emplois canadiens de qualité. Comme beaucoup d'entre vous le savez, vous qui avez suivi le parcours de ce projet de loi, eh bien, C4 comprend aussi des dispositions techniques qui visent à éclaircir l'intention que le législateur a de longue date quant aux activités des partis politiques fédéraux liés au renseignement personnel et que cela relève exclusivement de la compétence fédérale et de la loi électorale du Canada. Il s'agit d'une disposition qui préciserait que les partis politiques fédéraux ne peuvent être tenus de se conformer aux lois provinciales sur la protection des renseignements personnels, conformément à l'intention du législateur qui souhaite que la loi électorale du Canada prévoit un régime national uniforme, exclusif et complet de protection des renseignements personnels pour ces partis dans tout le Canada. C'est le cas depuis le 31 mai 2000. C'était le 31 mai 2000 que la loi électorale du Canada avait été abrogée et remplacée par une nouvelle loi modernisée d'envergure. C4 propose aussi des exigences supplémentaires pour les partis politiques en matière de renseignement personnel. Par exemple, il faut que le tout doit être disponible dans un langage clair, dans les 2 langues officielles, indiquer les types de renseignements personnels que les partis conservent, utilisent, divulguent, éliminent, etc. Et que les partis expliquent comment ils mènent leurs activités en matière de renseignement personnel à l'aide d'exemples illustratifs. Les partis politiques fédéraux admissibles et enregistrés, ainsi que les personnes qui agissent au nom de ces partis, devraient s'assurer qu'ils se conforment à ces politiques de protection des renseignements personnels. Bien que l'intention du législateur à cet égard ait déjà été établie il y a longtemps, l'inclusion en toutes lettres de ces mesures dans le projet de loi C4 garantit une plus grande clarté quant à la mise en œuvre en temps opportun de cette intention. Assurer la clarté des lois au Canada, c'est une priorité pour n'importe quel gouvernement. Et voilà un autre avantage découlant du projet de loi C4. Chers collègues, en conclusion, je dirais que le projet de loi C4 est une mesure législative d'importance permettant au gouvernement de mettre en œuvre
entre autres, ces réductions d'impôts pour la classe moyenne au profit des Canadiens et Canadiennes qui travaillent fort, leur faisant économiser des centaines de dollars par année. Le projet de loi C4 permettrait également de concrétiser le remboursement de la TPS aux acheteurs d'une première maison. Je rappelle que c'est une mesure permettant aux acheteurs d'une première maison admissible d'économiser jusqu'à 50 000 $ à l'achat d'une nouvelle construction d'une valeur maximale de 1 million de dollars et permettant des économies pouvant aller jusqu'à... permettant de faire des économies quand on achète une nouvelle construction allant jusqu'à 1,5 million de dollars de prix de vente. Et le projet de loi C4 instaurerait de façon permanente la suppression de la taxe fédérale sur les carburants. Voilà qui permettrait au gouvernement de recentrer, de renforcer ses efforts sur la croissance verte. Ensemble, il s'agit de mesures qui rendraient la vie plus abordable pour les Canadiens en cette époque incertaine. Comme vous le savez, le panorama mondial évolue rapidement. Les entreprises canadiennes doivent évoluer. Pour contrer l'incertitude, alors que les Canadiens continuent de ressentir les effets des défectueux, notamment toutes les incertitudes liées à l'évolution de la situation sur le Fonds commercial et tarifaire, je pense que le moment est venu d'accorder des allègements fiscaux. Ainsi, je vous invite tous et toutes, chers collègues, à appuyer l'adoption du projet de loi C4 pour que le gouvernement puisse offrir cette aide aux Canadiens en temps opportun. Merci beaucoup. Miigwech. Senator Wallen, Senator Batters, and les sénatrices Wallen, Batters et Méville-Deschênes ont des questions. Sénatrice Wallen. Le sénateur répondrait-il à une question? Réponse oui. Merci de votre discours, sénateur Kozner. Je pense qu'on peut... faire fi de tout ce que vous avez dit qui est avantageux pour les consommateurs, mais le nœud du problème, sénateur, c'est la mise en œuvre ou l'ajout de cette partie dans la loi qui porte sur les partis politiques qui ont accès à des données des Canadiens. Ça ne devrait pas se retrouver dans ce projet de loi. On voudrait discuter de cela et que ce soit scindé du projet de loi parce qu'on ne veut pas, parce que ce n'est pas lié à tous ces avantages pour les consommateurs. Je n'ai pas entendu d'arguments clairs et convaincants, à part le fait que c'est pour des raisons politiques, là, qui m'expliquent pourquoi ça doit se retrouver dans ce projet de loi. C'est quelque chose de fondamentalement important, là. Cette idée que les partis politiques soient exemptés des lois gouvernant la vie privée, il faut pouvoir en parler. Y a-t-il des contrôles sur nos données personnelles? C'est une question là auquel on est tous et toutes confrontés à bien des égards. Y a-t-il des contrôles quant à ce que ces partis peuvent faire avec notre information personnelle? Une amende qui serait imposée plus tard, ben oui, mais ça ne nous permet pas de dire si ensuite nos données avaient déjà été utilisées ou mal employées. Alors, je vous demande encore une fois, sénateur, pouvez-vous demander aux décideurs de retirer cette section du projet de loi pour qu'on puisse en débattre comme il se doit, de la bonne façon? Sénateur Kozner. Merci de votre question, sénatrice Wallen. Merci de vos commentaires sur les parties 1, 2, 3 qui sont avantageuses pour les Canadiens. Pour la partie 4, évidemment, il y a eu des interventions qui portaient sur cet aspect du projet de loi. Le gouvernement et ceux qui représentent le gouvernement ont déclaré leurs intentions de but en blanc. C'est une question de champ de compétences. C'est une question de partis politiques qui n'ont pas à se soumettre à des lois provinciales, qui n'ont pas à se soumettre à une courte pointe de lois diverses. Bon, par exemple, le financement des partis politiques fédéraux. Il y a une règle partout au pays pour le financement des partis politiques. C'est une règle à suivre, pas plein de règles provinciales. On n'est pas non plus dans un vide législatif, là. Le parti doit présenter ses politiques en matière de vie privée et le tout doit être posté en ligne. Et on a eu des bonnes questions des sénateurs Dasco et Dalphond en comité. Ils nous ont posé des questions là, sur la LPR-PDE.
Avez-vous ceci? Est-ce que vous prévoyez cela? Est-ce qu'on a pensé à ceci? Qu'en est-il de ce rapport lorsqu'il y a une violation? Et chacun des 3 partis qui étaient là qui témoignaient avait déjà toutes ces réponses à ces questions sur le site Web et ça s'inscrivait dans leur politique. Bon, je sais que vous n'aimerez pas ma réponse, mais il n'y a rien qui nous empêche d'aller de l'avant. Ce que les témoignages nous ont montré, ce que les comités ont illustré, et c'est la première fois que je siégeais au comité des affaires juridiques et constitutionnelles, et d'ailleurs je les félicite pour l'étendue, la profondeur de leur savoir, de leurs questions, et de leurs témoins. Mais bon, j'ai vu que c'est un enjeu d'importance, d'envergure, et je suis convaincu que les partis politiques aimeraient aussi que cela se fasse. Mais ce n'est pas le projet de loi pour ça. Il faut qu'il y ait un autre projet de loi qui ait de l'avancée. C'est ce que je vous dirais. Ben, je pense que vous avez plaidé en ma faveur, sénateur Kusner. Ce n'est pas, comme vous dites, le projet de loi où on devrait discuter de ce principe tout à fait fondamental qui porte sur les données personnelles des Canadiens et auxquelles les partis peuvent accéder. Vous connaissez les arguments, sénateur. La question est la suivante. Pouvons-nous, ici, là, alors qu'il est minuit moins 1, tenter encore une fois d'avoir un véritable débat ici en cette enceinte sur cette question? C'est un point qui a été fait par d'autres. Ce n'est pas un privilège que de tenir le débat, c'est aussi une responsabilité. Voilà ce que cette Chambre du second examen doit faire. Des fois, là, ces lois ont été créées un petit peu de façon approximative. Puis des fois, il y a des chevaux de Troie là, qui se retrouvent dans les projets de loi. Mais on le sait, mais il ne s'agit pas là d'une mesure gouvernementale qui pourrait être adoptée ou pas. Ce n'est pas une mesure financière pour aider les Canadiens. C'est une mesure tout à fait fondamentale et on ne veut pas être tenu en otage qu'en disant non à cette partie de ce projet de loi en raison de cette disposition qui porte sur la vie privée, que là, nous empêcherions les Canadiens d'obtenir des aides financières alors qu'ils en ont besoin. On vous demande juste de retirer cette partie-là et qu'on puisse en débattre isolément. C'est notre tâche de nous pencher sur ces enjeux fondamentaux. Alors, séparez ça là, du projet de loi. Ensuite, plaidons en faveur du reste du projet de loi, mais ici, en cette enceinte, faisons le travail que notre obligation constitutionnelle nous impose de faire. Nous devons étudier ces lois, pas que ça se retrouve là, glissé en douce dans un autre projet de loi, tapis sous les couvertes, sous couvert de l'aide aux Canadiens. Thank you very much, Senator. And, Merci, sénatrice. Et bon, c'est la raison pour laquelle nous avons un débat aujourd'hui, pour que nous puissions certainement avoir une incidence maintenant et à l'avenir. Je sais qu'on parle beaucoup du rôle du Sénat et c'est grâce à ce projet de loi. Il y a eu d'autres projets de loi cette semaine d'ailleurs où on a abondamment parlé du rôle du Sénat. Mais je vous remercie de votre intervention, sénatrice. Je réitère que le gouvernement est d'avis qu'il s'agit d'une question de champ de compétences. On ne veut pas que les partis politiques fédéraux soient gouvernés par des lois provinciales, ni plus ni moins. Sénatrice Batters, je vous remercie pour votre discours, sénateur Kusner, et merci aussi d'être venu au Comité des affaires juridiques constitutionnelles. On était heureux de vous accueillir lorsque vous étiez là. Une des choses que nous avons entendues durant cette journée marathon, je pense que le comité a siégé 8 heures en une journée, et une des choses qu'on a entendues dans un panel, là, c'était ce panel, en fait, où les avocats principaux des 3 partis politiques principaux, le libéral, conservateur, néo-démocrate, ont fait la preuve de façon cohérente
selon moi, de ce qui était important dans la partie 4. Et pourquoi il fallait cette partie 4? Ils ont parlé de ce cadre national pour pas qu'on ait 14 cadres territoriaux, provinciaux, fédéraux, et comment ça aiderait la confidentialité des Canadiens. Dans votre discours, vous n'avez pas beaucoup parlé de ce panel et des solutions qu'ils nous ont fournies. Pouvez-vous nous en dire davantage? Senator Kusner. Sénateur Kusner. Je le répète, j'estime que les témoignages ont été très probants. Et vous savez, bon nombre de témoignages et d'interventions ont porté sur des questions de nature politique. Et c'est vrai qu'on a souvent soulevé la question de compétences. Ceux qui ont pris la parole estiment qu'il est important d'avoir un régime national uniforme. Et les trois experts ont dit que c'est ce qu'il fallait mettre en place. Je me souviens d'une des personnes qui avait travaillé en Grande-Bretagne et ailleurs dans le secteur de la protection des renseignements personnels. Elle a parlé de dispositions précises pour les partis politiques, pour les entreprises et pour les gouvernements. Et c'est quelque chose qui va être étudié plus avant. D'ailleurs, il y a deux des avocats qui ont précisé qu'ils aimeraient voir un tel texte de loi. Et ça peut se faire dans le cadre d'une étude plus large. En tout cas, c'est vrai que les témoignages ont porté sur cette question de compétences. Et tous ont reconnu l'importance de la protection des renseignements personnels. Et personne ne s'est opposé à une étude davantage approfondie sur la question. Sénatrice Batters, pour ce qui est de l'anonymité ou de l'unanimité, lorsque la Chambre a voté, lors de la deuxième lecture qui a eu lieu en juin, je pense 2024, tous les députés qui ont voté pour. Et ce n'était pas en fonction des partis politiques. Les députés de tous les partis représentés en Chambre ont voté pour. On a parlé de la déférence. Nous sommes une Chambre non élue et par conséquent, il faut qu'on fasse preuve de déférence. Il faut qu'on soit là pour faire preuve de mûre réflexion. Mais il faut tout de même penser à cet aspect de déférence. Alors, vous avez été député pendant de nombreuses années, des décennies même, d'un côté comme de l'autre de la Chambre. Alors, parlez-nous un petit peu de ce principe de déférence. Ceux qui votent donc en Chambre, du côté de la Chambre des communes, pour représenter les intérêts de leurs commettants. Sénateur Kusner, c'est vrai que c'est choquant que tous les partis soutiennent une même mesure. Et je pense que ça nous envoie un message sans équivoque. J'ai pris bonne note des propos de la sénatrice Simons d'il y a quelques mois. Et elle a parlé des dispositions Salisbury, entre autres. Alors, s'il est vrai que ce n'est pas mentionné dans les plateformes des partis, nous savons que c'est une question dont les tribunaux ont été saisis. La différence est importante dans ce cas-ci. Et vous savez, je tente toujours de comprendre comment le Sénat fonctionne. Vous savez, j'étais le sénateur le plus récent au sein de notre groupe. En tout cas, c'est unique, effectivement, quand les partis politiques se rallient et soutiennent une même mesure. Vous savez, les Canadiens vont se prononcer par le biais du scrutin. Et vous savez, il faut convaincre les bénévoles aussi à se manifester. Il y a 343 circonscriptions dans notre pays. On demande aux Canadiens de répondre à l'appel et bon nombre de Canadiens travaillent de façon bénévole. En tout cas, ce qu'on a entendu de la part des représentants du gouvernement,
c'est que d'avoir 13 régimes différents, ça représenterait un fardeau important pour les partis politiques. Et donc, il a été question de l'importance d'un régime national et uniforme. Accepteriez-vous une question, sénateur Kouchner? Absolutely, yeah. Make it easy. Multiple choice. Donc, personne ici ne conteste l'idée que les partis politiques doivent être sous juridiction provinciale. La question n'est pas là. Mais j'ai de la difficulté à comprendre la logique du gouvernement. Ce qu'on a eu, c'est 8 heures d'audience avec beaucoup de groupes de pression, mais on a eu aussi comme témoin le commissaire à la vie privée, Philippe Dufresne, qui n'est pas n'importe qui et qui est venu nous dire qu'il faut plusieurs amendements à ce projet de loi pour qu'il respecte les principes fondamentaux de la vie privée au Canada. Et le premier de ces principes, c'est le consentement. Imaginez-vous donc que dans ce projet de loi, il n'est pas obligatoire d'avoir le consentement d'un électeur pour aller chercher des données sur sa vie privée. Ceci va à l'encontre de toutes les lois au Canada sur la vie privée. Alors, comment peut-on, en 2026, défendre un projet de loi qui n'oblige pas les partis politiques à aller chercher le consentement des électeurs pour aller chercher plein de données dans sa vie privée? Ça me semble inconcevable. Sénateur Kozner. Well, thanks very much, and my interpretation wasn't great. Merci beaucoup. Je crois que vous avez dit que vous soutenez. Vous me soutenez? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Pour ce qui est de cette question de protection des renseignements personnels, les partis savent et comprennent qu'il s'agit d'une question qui est importante. Mais vous savez, avant la prorogation du Parlement, avant les élections, nous avons été saisis du C-65 qui est mort au feuilleton. Et ce texte de loi contenait bon nombre de dispositions. Et c'était un projet de loi qui s'est rendu à la deuxième lecture et qui était, à bien des égards, divisif. Donc, moi, je pense qu'on devrait représenter ce texte de loi, le C-65. Je ne pense pas que quiconque s'oppose à renforcer la protection des renseignements personnels. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les compétences provinciales relativement aux partis fédéraux. Je suis un peu sans voix parce que justement, le projet de loi C-65 comportait plusieurs de ces clauses qui permettaient justement de penser qu'il y aurait une protection de la vie privée par les partis politiques. Donc, le projet de loi était écrit, plusieurs clauses étaient pertinentes. Vous auriez pu, si c'est un problème de temps, prendre ce projet de loi et le mettre à la place de la partie 4, ce qui aurait quand même réglé le problème. Tout ça me semble pas si sorcier que ça. Senator Kozner. Well, obviously. Ben, évidemment, ça change quelque chose pour le gouvernement. Moi, j'ose espérer, et le sentiment que j'ai, c'est que le gouvernement comprend le fait qu'on a besoin d'un texte pour encadrer cette question. Et que ce texte va voir le jour bientôt. C'est mon espoir, c'est ma compréhension des choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Senator Deakin, Nova Scotia. Sénateur Deakin, Nouvelle-Écosse, est-ce que mon honorable collègue de Cap-Breton accepterait une autre question? Oui, sénateur Deakin. Merci, sénateur Kozner. J'ai relu les Bleus et on peut y lire que le commissaire responsable des élections a dit que chaque régime de protection des renseignements personnels a un libellé vague relativement aux partis politiques et que ce libellé diffère d'une région à l'autre. On a parlé de national, exclusif, uniforme et complet. C'est la deuxième fois
qu'on constate que uniforme et complet sont absents. Alors, ça soulève dans mon esprit un doute quant à l'aspect prioritaire de la chose. Et ça remonte à 2018. À l'époque, il y a eu un rapport produit par le comité de l'éthique, un rapport exhaustif et qui a été soutenu de façon unanime par les députés du groupe. Vous n'étiez pas... votre nom n'était pas présent, mais en tout cas, j'ai reconnu beaucoup de noms. 26 recommandations étaient incluses dans ce rapport, mais aucune de ces recommandations n'a été mise en place. Le ministre de l'époque a dit qu'il était important de moderniser notre régime pour s'assurer que les règles sont claires pour protéger les renseignements personnels des Canadiens. Les recommandations les plus récentes sont valables et font partie des efforts du gouvernement visant le renforcement de la protection des renseignements personnels des Canadiens. Mais rien n'a été fait depuis 2018 et pourtant un projet de loi a été déposé, le C-65. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, et j'arrive à ma question là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand j'ai écouté les propos des avocats, les avocats ont parlé des nouveaux députés d'arrière-blanc, et c'est pour ça que le C-65 n'a pas pu être inclus dans ce texte-loi. Et j'ai des doutes. Je ne pense pas que ces 117 nouveaux députés ont suffisamment de poids pour freiner un texte de loi d'initiative gouvernementale. Alors, comment est-ce qu'on est censé être convaincu quand on vous écoute? Moi, je pense que vous êtes convaincus. Mais nous, comment est-ce qu'on est censé être convaincus que le gouvernement va vraiment agir pour ce qui est de la gestion des renseignements personnels par les partis politiques, en sachant que les règles doivent être différentes? Comment et à quel égard? Ça reste à déterminer. Mais franchement, c'est une préoccupation fondamentale pour les sénateurs. Sénateur Cosner, je pense que vous avez fait état des préoccupations des sénateurs de façon très claire. Sénateur Deacon, merci. Et j'apprécie le fait que vous me faites confiance à moi, en tout cas. Et les représentants du gouvernement ont parlé de ces adjectifs national, inclusif, uniforme, etc. Vous savez, j'ai moi-même été surpris de constater que c'était les partis qui étaient responsables de leur régime de protection des renseignements personnels. Ça m'a surpris moi-même. Maintenant, relativement à cette question, c'est vrai qu'il y a des suggestions qui ont été faites. Le droit de correction, la production de rapports en cas de fuite, l'engagement de ne pas vendre d'informations. Tous les partis avaient des engagements dans leur politique et tous ces renseignements sont disponibles en ligne. Mais j'ai été surpris de constater moi-même que le régime n'était pas uniforme. Vous avez parlé des normes internationales et de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Mais personne n'a été offusqué, en fait. Tous ont exprimé un intérêt d'étudier la chose plus avant. Vous rigolez là-bas, apparemment. Sénateur Deacon, vous avez une question supplémentaire? Je n'ai toujours pas compris pourquoi, relativement à ce texte de loi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenté d'y inclure le C-65 qui a atteint l'étape d'étude article par article. Et la justification donnée par les avocats n'est pas valable, à mon avis. Alors, j'aimerais que vous pensiez à quelque chose. Nous faisons face à une situation où ce n'est pas la première fois qu'on discute de cette question. En fait, on en a parlé voilà 3 ans. Et on ne cesse de nous promettre des choses, mais ce ne sont que des promesses. Il n'y a pas de texte de loi qui a vu le jour. Par exemple, au Sénat, on n'a même pas tenté d'obtenir une perspective tierce
parce que, en fait, nous, on voudrait savoir ce que pensent les élus. Pourquoi est-ce que les choses doivent être différentes? Et on n'a toujours pas répondu à nos questionnements. Alors, voilà pourquoi il y a beaucoup de sénateurs qui disent, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose de différent parce que on n'arrête pas de repousser la chose. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de réagir à cette dernière intervention de ma part. Sénateur Cosner, sénateur Deakin, le gouvernement, j'en suis convaincu. Le gouvernement, donc, veut faire quelque chose de concret. Et j'ai été impressionnée par le ministre Champagne lorsqu'il est venu au printemps. Est-ce que j'ai dit sénateur? Ministre. Il aimerait être sénateur, mais bon. Alors, le ministre Champagne, lorsqu'il est venu au Sénat, a été questionné sur un aspect précis du projet de loi. Les sénateurs ont dit que le texte n'était pas bon pour les Canadiens ayant un handicap. Et lui a promis à l'époque de rectifier le tir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En fait, il a tenu promesse. Mon sentiment, c'est que, vous savez, adopter le C-65, c'est un texte qui n'avait pas été adopté à l'époque. Et il y avait toujours des questions épineuses à régler. Alors, on espère que ces questions seront soulevées à nouveau dans un autre texte d'initiative ministérielle. Sénatrice McFadden, inaudible. Vous avez répété un chiffre à plusieurs reprises. 840 $ par année pour une famille à 2 revenus. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire pourquoi cette compression d'1% a été choisie? Et parlez-nous aussi de l'importance de 840 $ d'épargne par année, parce que vous savez, une famille qui gagne 50 000 $ par année est considérée comme une famille avec un revenu faible. Sénateur Cosner, oui, ce sont en fait les contribuables qui payent dans la tranche d'imposition la plus faible qui vont surtout bénéficier de ce texte de loi. Il y a aussi le projet de loi proposé par Through the income tax system, they can provide le texte de loi Boudreau qui va pouvoir mettre de l'argent dans la poche des Canadiens par le biais des mesures touchant la TPS. Nous savons que c'est une période difficile pour l'ensemble des Canadiens. D'après les informations qu'on a reçues du DPB et d'autres experts, en tout cas ce que je peux dire par rapport aux informations qui ont été données par le ministère des Finances, je pense qu'on peut y faire confiance et qu'on peut faire confiance à l'impact que ça aura pour les Canadiens. Sénatrice McFadden, j'aimerais que vous clarifiez quelque chose. Dans notre pays, une famille qui gagne 3 000 $ par mois ou une personne seule qui gagne 3 000 $ par mois se situe très près du seuil de pauvreté. Alors, comment est-ce que vous pensez que 840 $ par année, ça va vraiment changer les choses pour quiconque, en fait, au Canada? Sénateur Cosner. Ben, c'est sûr que ça aidera. Les gouvernements antérieurs, on a regardé a quand même mis en œuvre des différentes prestations, comme la prestation canadienne pour enfants, qui offre des centaines de dollars par année aux familles. Nous avons aussi les soins de garderie à 10 $ par jour, qui permet à plus de gens de ces familles d'aller trouver un emploi. Voilà le genre de prestations qui auront des conséquences positives au quotidien pour les Canadiens et Canadiennes. 850 $, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais pour bien des gens,
850 $, ils cracheront pas dessus. C'est des mesures, là, vraiment, qui ciblent les gens qui sont dans les fourchettes d'imposition les plus basses. Le sénateur Arnott. Le sénateur répondra-t-il à une autre question? Oui. Sénateur Arnott. Retournons à la partie 4, sénateur. Sénateur Kuzner, vous savez que devant les tribunaux britanno-colombiens, la Cour d'appel de la province se penche sur l'application des régimes provinciaux de confidentialité quant au et comment ça s'applique aux partis politiques fédéraux. On peut prévoir qu'il y aura une décision d'ici 12 mois. Il est fort possible que cette cause, quelle que soit l'issue, fera l'objet d'un appel à la Cour suprême du Canada pour une décision finale. Et on sait qu'avant qu'une cause arrive devant la Cour suprême, avant que cette cause soit plaidée, avant que la décision soit rendue, ça peut prendre de 3 à 5 ans. Quant au caractère urgent de la partie 4, il me semble que les partis politiques fédéraux et le gouvernement fédéral ont environ 3 à 5 ans pour se préparer à une décision finale de la Cour suprême du Canada. Il me semble que l'échéancier n'est pas aussi urgent que vous ne le prétendez. Sénateur Kuzner. Eh bien, ce sera à nos grands esprits juridiques de se pencher sur la question. Et bien sûr, les partis politiques ont des conseillers légistes qui leur ont suggéré d'aller de l'avant. Sénateur Carignan, vous avez une question? Merci. Sénateur Kuzner, vous me direz si je me trompe. La partie 4 de C4 est composée de quelques articles seulement qui parlent des politiques et des contrôles des renseignements personnels lorsque l'information est détenue par le parti politique. Mais ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus large, qui est la loi électorale. La loi électorale qui prévoit la création de la liste électorale, qui prévoit comment on fait la liste électorale, comment on la tient à jour, qui prévoit aussi que la loi électorale, que la liste électorale est envoyée aux partis politiques, aux candidats, afin de leur permettre de l'utiliser, de communiquer avec les électeurs pour les recruter, pour qu'ils soient membres, pour les recruter, pour avoir des contributions politiques. Et on dit notamment, donc ça peut être pour autre chose. Donc tout le système est fait de façon à avoir une autorisation légale de détenir cette information-là et de communiquer. En plus de ça, il y a le consentement de la personne qui décide de donner son accord lorsqu'elle contribue ou qu'elle participe à des activités. Est-ce que je me trompe ou si on enlève cette partie-là, on enlève un complément à tout le cadre de la loi électorale et on enlève une protection supplémentaire de renseignements personnels des individus? Senator Kuzner. En réponse au sénateur Kuzner. Je ne voudrais pas vous donner une réponse qui n'a pas de fondement solide, mais je pense que vous ne vous trompez pas, sénateur. Oui, on s'exposerait effectivement à des problèmes si cette partie était retranchée.